On continue sur la lancée d'hier. On va parler d'économistes et de retraite. Alors cette fois un économiste que je porte un peu moins dans mon cœur que Sylvain Catherine. Monsieur Benjamin Coria, professeur de sciences économiques à Paris 13. Ne nous étonnons pas du niveau économique de la France après. Benjamin, est-ce que vous pensez qu'on est Oui. mûr pour une dose, allez, une petite dose de capitalisation dans le système des retraites? Non, mais je laisse tomber la question du sondage parce que je pense que si la question se développe, les Français seront de plus en plus informés et à ce moment-là, les sondages deviendront significatifs. Pour le moment, je pense que c'est pas très significatif. Le sondage dont il parle, c'est celui-ci, qui dit donc que la moitié des Français sont favorables à un régime par capitalisation. Alors bon, déjà, quelque chose me dit que si le sondage était allé dans son sens, il ne l'aurait pas écarté. Mais son argument pour écarter le sondage, c'est que apparemment les Français ne sont pas assez renseignés. Et moi je pense que ce chiffre ne ferait que monter, avec la culture économique et financière. Mais bon, bref. Bon, alors, il faut savoir de quoi on parle. Ça, c'est le premier point. Parle-t-on d'une capitalisation de retraite par capitalisation sur des bases générales et obligatoires? De quoi parle-t-on? Parce que si on parle... J'aurais tendance à vous dire sur des bases volontaires. Oui, mais personnellement. alors ça existe déjà. Ça existe déjà. À hauteur de 1 ou 2% du montant des retraites. Bon. Et il y a les plans d'épargne retraite dont La Cour des comptes dit que ça coûte 1,8 milliard d'euros à ceux qui ne participent pas à ce système. Alors, si vous ne le savez pas, les plans d'épargne retraite, PER, accordent des exonérations d'impôts, uniquement sur les versements, mais qui font passer le taux d'imposition de 30 à 17,2, qui est déduit de la déclaration d'impôt. Donc ce que ça coûte, entre guillemets, c'est pour récompenser ceux qui prennent un risque, et éviter d'avoir une double cotisation qui est trop sévère. Compte tenu des dégrèvements d'impôts. C'est ça qu'on veut. On veut encore creuser les inégalités et les problèmes de la retraite par répartition en transférant encore plus d'argent à ceux qui peuvent faire de la retraite par capitalisation. Donc, Extrêmement malhonnête de sa part, parce que tout simplement le PER c'est pas du tout la seule façon de faire fructifier son argent pour sa retraite. Alors il y a le PEA qui lui a des exonérations d'impôts sur ce que tu reçois, pas sur ce que tu verses. Avec la même exonération, on passe de 30 à 17,2. Mais après, si tu décides d'investir sur un compte titre, ou de faire de l'investissement locatif, ou je ne sais quoi d'autre, tout ça c'est plein pot. Sauf s'il y a des mécaniques d'optimisation que je ne connais pas. Mais à ma connaissance, en tout cas, c'est plein pot. Et autre malhonnêteté, c'est que là, monsieur ne regarde que les exonérations. Parce que pour rappel, il y a toujours 17,2% de cotisation là-dedans. Et aux dernières nouvelles, 17,2 c'est un chiffre positif. Donc en réalité, ça ne coûte rien du tout. Et quand bien même ça coûterait quelque chose, est-ce que le réel problème, ce n'est pas l'aberration qu'est le système français de retraite par répartition, qui ne conditionne pas les pensions aux revenus, comme en Suisse par exemple? franchement, je veux dire, il y a vraiment une série de questions qu'il faut mettre sur la table. Je répète, hein, ça existe déjà et ça nous coûte très cher. Si on veut le généraliser, à ce moment-là, c'est un autre problème. Mais pourquoi passer par de la capitalisation, sachant que, puisque ça va revenir à augmenter la part du revenu qui est consacrée à la retraite. Parce que cette part de capitalisation remplacerait la même part de répartition. Tout simplement, on ajoute un plafond aux retraites, par répartition. On fait comme en Suisse, où la pension est dégressive par rapport aux revenus touchés, que ce soit avec de la bourse ou de l'immobilier ou quoi, et ça libère énormément de place pour de la capitalisation. Pourquoi ne pas augmenter à ce moment-là les cotisations? Allez, bah on va passer à 55% de cotisation alors. C'est parti mon pote. Sachant que on aura en moins la rémunération des fonds de pension, qui est relativement élevée. Donc, Encore une fois extrêmement malhonnête, parce que si ce ne sont pas les fonds de pension qu'on doit payer, ce sont les fonctionnaires. Il va falloir que monsieur lise un peu de Bastia. donc franchement, c'est pour ça que je dis, ayons le débat de fond, et après faisons voter. Et ben j'espère que c'est monsieur qui va débattre. Ça va rendre les débats pour la capitalisation très très faciles. Et deuxième intervention d'un économiste, disons, étatiste. Cette fois c'est Christophe Rameau, économiste pas à Paris 13 mais à Paris 1, qui est moins catastrophique que l'intervention d'avant, mais où il y a quelques petits problèmes quand même. Quand on lit les députés ou les ministres du bloc central, on a l'impression que c'est un peu la solution miracle, en tout cas peut-être la moins douloureuse, pour dégager une partie de ces 40 milliards d'euros qu'il va falloir trouver pour le budget de l'année prochaine. Vous en pensez quoi, vous ? Écoutez, moi je pense que c'est pas la bonne solution. De mon point de vue, on a un vrai problème de déficit, il ne faut pas le nier. La réduction de la dépense publique, dans l'optique de réduire le déficit, c'est l'option la plus facilement quantifiable. Normalement, on sait exactement combien on a dépensé en salaire de fonctionnaire, en comité Théodule, en tout ça.
Donc on sait exactement ce que supprimer tel ou tel truc nous rapporterait. Il y a un problème si ces chiffres ne sont pas sus. Si on doit travailler sur des estimations, c'est pas normal. Par contre, quand on regarde depuis 2017, l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, en fait, les dépenses publiques en pourcentage du PIB, elles n'ont pas augmenté. Les prestations sociales en pourcentage du PIB, elles n'ont pas augmenté. Elles ont augmenté, mais pas plus que le PIB. Alors, en effet, depuis 2017, les dépenses publiques sont, en ignorant les années Covid, à peu près stables. On est autour de 57% du PIB. C'est beaucoup trop. Dans cette étude de François Facchini, un des collègues de M. Rameau, le taux optimal de dépenses publiques de la France est estimé à 30%. On est quasiment au double. Donc en prenant la coupe de Bars, le G étoile ce serait du coup environ 30%, et nous on serait à peu près au niveau de la flèche, voire plus loin. On a sûrement un retour sur investissement négatif de notre dépense publique maintenant. Donc s'il n'y a pas un problème de dépense publique sur son accélération, il y a un problème de dépense publique sur le montant. Et donc, si on a un déficit qui s'est creusé, c'est à défaut de prélèvement. Et l'année blanche, ça met d'abord l'accent sur les dépenses. Et après, il faut être concret. Hein. En 2018, si je ne m'abuse, Édouard Philippe avait fait une mini année blanche. Il avait gelé un certain nombre de prestations. Après, il faut être concret. Par exemple, les collectivités locales, ça réalise près des 2/3 de l'investissement public. Voilà, donc... Alors pour revenir sur la mini année blanche de M. Philippe, en effet, ça avait fait descendre les dépenses publiques à, je crois, 54%, quelque chose comme ça. Ce qui est un début, on va dire. On est encore très loin des 30%. C'est aussi une grande partie de l'activité économique derrière ça, c'est ça ce que vous voulez dire. Parce que l'investissement public, on oublie toujours qu'une bonne partie, il n'y en a qu'un quart de la dépense publique qui sert à payer les fonctionnaires. Les 3/4, ça alimente le privé. Notamment l'investissement public, c'est pas les fonctionnaires qui manient la truelle. Alors, bon, seulement un quart pour payer les fonctionnaires. Bon, ça fait 14% de notre PIB pour payer des fonctionnaires, c'est quand même pas mal. Et l'investissement public. Là, je crois que je vais être obligé d'aller chercher un livre de Bastia. Je reviens. Le livre en question, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, que je vous conseille vivement, et comme vous pouvez le voir, est trouvable gratuitement sur Google Livres, et fait une bonne 60aine de pages. Mais donc, que disait ce bon Frédéric sur les travaux publics? Qu'une nation, après s'être assurée qu'une grande entreprise doit profiter à la communauté, la fasse exécuter sur le produit d'une cotisation commune, rien de plus naturel. Mais la patience m'échappe. Je l'avoue. Quand j'entends alléguer à l'appui d'une telle résolution cette bévue économique, c'est d'ailleurs le moyen de créer du travail pour les ouvriers. L'État ouvre un chemin, bâtit un palais, redresse une rue, perce un canal. Il donne du travail à certains ouvriers, c'est ce qu'on voit, mais il prive de travail certains autres ouvriers, c'est ce qu'on ne voit pas. Voilà la route en cours d'exécution. 1000 ouvriers arrivent tous les matins, se retirent tous les soirs, emportent leur salaire, cela est certain. Si la route n'eût pas été décrétée, si les fonds n'eussent pas été votés, ces braves gens n'eussent rencontré là ni ce travail, ni ce salaire, cela est certain encore. Mais est-ce tout? L'opération dans son ensemble n'embrasse-t-elle pas autre chose? Au moment où M. Dupin prononce les paroles sacramentelles, l'Assemblée a adopté, les millions descendent-ils miraculeusement sur un rayon de la lune dans les coffres de Fou et Binot? Pour que l'évolution, comme on dit, soit complète, ne faut-il pas que l'État organise la recette aussi bien que la dépense? Qu'il mette ses percepteurs en campagne et ses contribuables à contribution. Étudiez donc la question dans ces deux éléments, tout en constatant la destination que l'État donne aux millions votés. Ne négligez pas de constater aussi la destination que les contribuables auraient donnée, et ne peuvent plus donner, à ces mêmes millions. Alors vous comprendrez qu'une entreprise publique est une médaille à deux revers. Sur l'une figure un ouvrier occupé, avec cette devise « ce qu'on voit », sur l'autre, un ouvrier inoccupé, avec cette devise « ce qu'on ne voit pas ». Le sophisme que je combats dans cet écrit est d'autant plus dangereux, appliqué au travail public, qu'il sert à justifier les entreprises et les prodigalités les plus folles. Quand un chemin de fer ou un pont ont une utilité réelle, il suffit d'invoquer cette utilité. Mais si on ne le peut, que fait-on? On a recours à cette mystification, il faut procurer de l'ouvrage aux ouvriers. Cela dit, on ordonne de faire et défaire les terrasses du Champ de Mars. Le grand Napoléon, on le sait, croyait faire œuvre philanthropique, en faisant creuser et combler les fossés. Il disait aussi, qu'importe le résultat, il ne faut voir que les richesses répandues parmi les classes laborieuses. Allons au fond des choses. L'argent nous fait illusion. Demander le concours, sous forme d'argent, de tous les citoyens à une œuvre commune, c'est en réalité leur demander un concours en nature. Car chacun d'eux se procure, par le travail, la somme à laquelle il est taxé. Or, que l'on réunisse tous les citoyens pour leur faire exécuter, par prestation, une œuvre utile à tous, cela pourrait se comprendre. Leur récompense serait dans les résultats de l'œuvre elle-même. Mais qu'après les avoir convoqués, on les assujettisse à faire des routes où nul ne passera, des palais que nul n'habitera, et cela sous prétexte de leur procurer du travail, voilà ce qui serait absurde. Et il serait, certes, fondé à objecter. De ce travail-là, nous n'avons que faire. Nous aimons mieux travailler pour notre propre compte. Le procédé qui consiste à faire concourir les citoyens en argent et non en travail ne change rien à ces résultats généraux. Seulement, par ce dernier procédé,
La perte se répartirait sur tout le monde. Par le premier, ceux que l'État occupe échappent à leur part de perte, en l'ajoutant à celles que leurs compatriotes ont déjà à subir. Il y a un article de la Constitution qui porte « La société favorise et encourage le développement du travail par l'établissement par l'État, les départements et les communes, de travaux publics propres à employer les bras inoccupés. Comme mesure temporaire, dans un temps de crise, pendant un hiver rigoureux, cette intervention du contribuable peut avoir de bons effets. Elle agit dans le même sens que les assurances. Elle n'ajoute rien au travail ni au salaire, mais elle prend du travail et des salaires sur les temps ordinaires, pour en doter, avec perte, il est vrai, des époques difficiles. Comme mesure permanente, générale, systématique, ce n'est autre chose qu'une mystification ruineuse, une impossibilité, une contradiction, qui montre un peu de travail stimulé qu'on voit, et cache beaucoup de travail empêché qu'on ne voit pas. J'espère vous avoir convaincu de lire un peu de Bastia, et la fin de l'extrait est beaucoup moins intéressant que ce que je viens de vous lire, donc je vous propose de s'arrêter là, pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.